Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour et bienvenue à tous, ici Nano sur Radio Balistique dans l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'atelier de la poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour cette nouvelle saison, le dernier lundi de chaque mois à partir de 21h. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission Standard pour nous laisser vos commentaires, suggestions et autres partages. Standard. Dans un instant, nous allons recevoir Anne Trémolière et Isabelle Détombe de la compagnie Bolder, ainsi que les membres du collectif rap LCDRD. Mais tout d'abord, nous recevrons l'artiste Maxime Sognac. Alors, peux-tu te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Maxime Sognac, je suis enseignant en art appliqué. J'ai une formation classique au dessin d'une école de dessin animé. Et donc, j'ai exercé dans le dessin animé pendant quelques années. Et ensuite, vu que j'ai changé de région, donc, je suis devenu enseignant en art appliqué. Mais à côté de ça, j'ai toujours fait des expositions. J'ai toujours continué à peindre, à essayer de continuer à développer un style de dessin, un style de peinture. Et donc voilà, je continue des expositions quand j'ai l'occasion. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ouais, donc du coup le parcours, j'ai fait un bac S, donc qui avait rien à voir, je savais pas ce que je voulais faire. Donc après effectivement école de dessin en 4 ans, donc une formation en dessin classique et après spécialisation en dessin animé. Et donc ouais, après j'ai travaillé sur des longs métrages, sur un petit peu de séries animées aussi. Et donc ensuite, ouais, quand j'ai changé de région, c'est ça, j'ai fait plusieurs petits boulots, mais on continue à dessiner toujours. Et puis maintenant, donc, du coup, je continue les expositions, mais avec à côté, j'enseigne du coup les arts appliqués dans une école, dans un lycée professionnel, où il y a une section mode, donc elles ont besoin d'un peu plus d'appui en dessin. Donc je peux leur donner ça normalement, c'est cool. Es-tu auto-entrepreneur? Non, du coup je suis pas auto-entrepreneur à proprement parler, mais en fait il y a un statut d'artiste auteur qui en fait est très proche de auto-entrepreneur. C'est juste que du coup je suis déclaré à la maison des artistes et en fait je déclare mes ventes et puis ça me permet de faire des expositions et de continuer à créer, d'exposer les œuvres en étant déclaré. Est-ce que tu peux nous dire comment ta passion pour l'art est née? En fait, moi j'ai toujours un peu dessiné depuis que je suis tout petit. C'est juste que en fait, je crois qu'on dessine tous un peu et tout quand on est petit. Et puis moi juste j'ai pas arrêté. Ça m'a toujours permis d'exprimer autre chose que ce que j'exprimais quand je parlais aux gens. Le dessin, ça m'a toujours permis d'exprimer autre chose. C'est pour ça qu'on fait souvent la réflexion que mes dessins ils sont un peu tristes ou mélancoliques. C'est que moi dans la vie de tous les jours, je suis joyeux, plutôt joyeux et tout. Mais par contre, effectivement, tout ce côté avec un peu plus de noirceur et tout ce qui a trait à la tristesse, la mélancolie, la colère et tout, c'est vrai que ça passe beaucoup par le dessin. Donc c'est un moyen d'expression supplémentaire qui m'a toujours suivi. D'accord. Sinon, quelle technique tu utilises? Et donc ouais, moi ce que je privilégie c'est des techniques rapides parce que moi ce qui me plaît c'est vu que je travaille à partir d'une émotion, j'essaie de retranscrire le plus rapidement cette émotion pour que ça soit brut en fait, pour que ça soit pas altéré par le temps ou j'aime pas par exemple reprendre un dessin le lendemain. Donc en fait je fais jamais de dessin de base, je fais tout de suite un trait à l'encre qui est souvent en continu. Je relève pas le crayon quand je dessine, pour pouvoir que ça soit le plus rapide, le plus pur entre guillemets possible par rapport à ce que j'ai en tête. Et après j'essaie de trouver des techniques de mise en couleur pareil qui soient le plus rapide possible et qui respectent la vie en gros et le volume du trait pour pas que ça soit quelque chose qui passe par dessus mais qui vienne compléter le trait. Et pareil, pour pouvoir faire un cadre, en fait, il y a une idée de quelle lumière il y a sur le corps, des choses comme ça, mais le plus rapidement possible, quoi. Donc je privilégie des techniques rapides. Est-ce que tu peux nous parler de ton univers graphique? En fait, ouais, mon univers graphisme, c'est autour de l'expressionnisme. L'expressionnisme, c'est juste un courant en fait qui
qui est autour des corps expressifs, des visages expressifs. Moi, j'aime bien quand je dessine, quand il y a effectivement des sentiments qui ressortent, des sensations. Et j'aime bien que ces sensations-là, elles soient incarnées par soit des visages expressifs, soit des corps expressifs. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je recherche, c'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je fais peu de décors, par exemple. Il y a rarement de décors ou très peu dans mes dessins, parce que c'est vrai que mon intérêt il se porte plus sur l'humain, le visage, l'expression, le corps. Quels sont tes projets en cours? Les projets en cours, c'est ça. Moi, maintenant que j'ai un travail fixe, entre guillemets alimentaire, qui me plaît beaucoup, là, donc d'enseigner les arts appliqués en lycée. Du coup, je laisse vraiment libre cours à la création à côté. Et quand je vois qu'il y a des séries cohérentes ou qu'il y a des nouvelles choses que j'ai expérimentées et que j'ai envie de le partager aux gens, j'essaie de trouver des lieux pour exposer. Là, en ce moment, j'expose ici à Châteauroux, donc à l'atelier de la poissonnerie. J'expose aussi en ce moment à Limoges. Et puis, donc voilà, en fait, quand je sens que j'ai envie de montrer un peu ce que j'ai fait aux gens, j'essaie de trouver des lieux d'exposition, tout simplement. As-tu des événements particuliers pour lesquels tu travailles sur commande? Non, juste de temps en temps, on essaye de démarrer soit notre propre initiative avec mes connaissances, soit des associations sollicitent pour faire par exemple des ventes aux enchères caritatives. Là, avec l'association, on va bientôt faire une vente aux enchères, effectivement, dont les bénéfices de la vente des œuvres serviront à aider, à venir en soutien à l'Ukraine. Donc voilà, ça peut être par exemple ça, des petits projets qui accompagnent aussi. Moi, j'aimerais, à court ou moyen terme aussi, j'aimerais bien au sein de l'association là qu'on arrive à faire des ateliers de modèles vivants, parce que ça permet de se rencontrer entre artistes ou juste entre gens qui ont envie de continuer à dessiner ou s'améliorer. J'aimerais bien effectivement qu'on puisse faire des petits ateliers comme ça pour s'échanger des techniques et puis évoluer ensemble dans le dessin. À travers tes œuvres, que souhaites-tu transmettre? En fait, moi, ouais, à travers les dessins, en fait, ce que je transmets, j'aime bien faire le fait de ne pas faire de décor dans mes dessins, en fait, c'est pour que tout le monde puisse s'identifier. En fait, moi, j'essaie de retranscrire Moi, en fait, je pars d'une émotion. Quand il y a une musique, un film, une série qui me met dans une certaine émotion, je le sens tout de suite, ça me donne envie de dessiner, ça me donne envie de retranscrire. Donc, il y a cette émotion de base qui arrive. Moi, j'essaie de la transformer avec ce que je sais faire en dessin ou ce que j'essaie d'expérimenter. Et ensuite, moi, ma seule aspiration, c'est que ça soit que ce flot d'émotions et de sentiments qu'on partage tous ensemble, il puisse rebondir peut-être sur quelqu'un d'autre, lui faire ressentir des émotions. C'est pour en faire un cycle c'est un peu cliché, mais faire un cycle de partage où tout le monde en fait peut échanger, communiquer, ressentir des choses et se faire avancer. C'est des réflexions, c'est des petites graines comme ça qui sont plantées tiens, regarde cette émotion-là, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en fais, comment ça te fait réagir toi. C'est une discussion, quoi. Donc j'aime bien l'envisager comme ça en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Ouais, dans les artistes qui m'inspirent le plus, il y a Egon Schiele qui a beaucoup travaillé sur les corps, sur les expressions. Il y a aussi Gustav Klimt qui a beaucoup travaillé sur le corps humain, sur ses déformations, et puis sur une interprétation du corps qui est crue, en fait, qui n'est pas mise en scène ou valorisée ou avec des poses de héros. Ouais, c'est juste vraiment le corps tel qu'il est, tel qu'il vit et tel qu'il se mouvoie, quoi. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a des travailleurs très intéressants de ces deux artistes là-dessus. J'aime bien aussi quand c'est un peu plus ornemental, comme Mucha pouvait le faire dans le courant des arts nouveaux et tout. Ça, c'est vrai que c'est des choses que je regarde beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Après, sinon, j'aime beaucoup les artistes. Il y a plein d'artistes aussi contemporains que j'aime bien. J'aime beaucoup regarder le travail des tatoueurs parce que justement, ça mêle leur art au corps et voir comment il y a une tatoueuse à laquelle je pense en particulier, Tarmaz, elle fait un travail super intéressant parce que super simple et à chaque fois elle adapte aux formes du corps et tout et c'est très beau. Quel message veux-tu transmettre à travers ton exposition Human? Moi, en fait, toutes les séries là que j'appelle Human depuis quelques années, c'est juste que, en fait, ouais, non, c'est un travail centré sur l'humain, en fait, sur l'humain tel que moi je me vis en tant qu'être humain, comment je vis mon expérience en tant qu'être humain, comment je perçois les autres et comment
comment les visages réagissent, comment les gens vivent, comment ils évoluent. Et justement, j'aime le titre Human et ce que j'essaie de trouver comme sujet dans les personnes, dans ce que je dessine. C'est pour que ça soit universel, que tout le monde puisse un peu s'identifier, que ça soit général et que chacun voit ce qu'il veut dans ce que je fais, pour que ça soit le plus libre à l'interprétation possible, pour que ça soit le moins excluant possible, pour qu'en fait, quand quelqu'un se retrouve face à ce genre de dessin, qu'il puisse se dire « Ah, je crois que ça me parle un peu, je me reflète là-dedans », que ça soit le moins excluant possible, quoi. Et l'inverse. Est-ce que tu peux nous donner la signification de ta signature artistique? Ouais, la signature, en fait, c'est juste que moi, en école d'art, on avait un prof qui nous faisait du modèle vivant, qui avait un très très grand niveau de dessin, qui était très fort, qui faisait pas d'expression, qui dessinait juste pour le plaisir, mais qui avait un niveau vraiment excellent. Et lui, il signait pas ses dessins, il les datait. En fait, c'était justement sans prétention de sa part, et c'était juste, il mettait la date comme ça, il la mettait sous cette forme-là, il descendait, il mettait le jour, le mois et l'année. Et en fait, moi, pour me revendiquer, entre guillemets, de son école, je mets ma date de naissance de cette façon-là, et puis après, je mets mes initiales à côté, mais sans finir, pour que ça soit rapide. Et puis, je finis pas les lettres et tout, pour que justement, ça soit pas quelque chose à lire, que en fait, ça vienne faire comme une sorte de tampon, mais que ça vienne pas influer sur le reste, que ça soit juste un petit détail quelque part, mais que ça vienne pas gâcher le reste, justement. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, du coup, moi, on peut suivre mon travail. Là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Et donc sur Instagram, en tapant mon nom, effectivement, on peut trouver mon compte. C'est là où je poste le plus de choses. Je poste aussi des work in progress, c'est-à-dire quand je suis en train de faire un tableau, j'aime bien montrer plusieurs étapes, comment ça évolue, comment c'est construit. J'aime bien aussi de temps en temps sur ce média-là faire des petites vidéos pour montrer en fait dans quel laps de temps le dessin se monte, quelles étapes viennent en premier et tout. Je trouve que c'est vrai qu'Instagram se prête bien à cet exercice-là. Après sur Facebook aussi, je reposte généralement les mêmes choses. Et ouais, c'est vraiment les deux médias dans lesquels je suis le plus actif, quoi. Vous venez d'écouter Maxime Sognac. Dans un instant, nous allons retrouver Anne Trémolière et Isabelle Détemps de la compagnie Bolder. Mais d'abord, une petite coupure musicale avec Foz intitulée Everybody Says sur Radio Ballistique. Well, everybody say go and find a name. Yeah, everybody say go, don't be afraid. Oh, everybody say a man on his own.
both sides and above. I won't look back now, I will walk again. I can choose now, how we wait away. Yeah, everybody say I go and find a name. Oh, everybody say I go, don't be afraid. Oh, everybody say Standard. Isabelle Détombe et Anne Trémolière, bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien. Bien, merci. Bon. Et vous-même? Très bien, merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Absolument. Donc, je suis Anne Trémolière, directrice artistique de la compagnie Bolder, comédienne et professeure de théâtre au Conservatoire de Châteauroux. Isabelle Détombe, je suis chanteuse comédienne. Je suis d'abord chanteuse, moi. J'ai fait pas mal de spectacles jeune public avec ma compagnie Facessi. Et je cherche à mettre en place de nouveaux projets avec la voix chantée. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, moi, je suis arrivée à Châteauroux en 2007 et venant de Paris où je travaillais avec des compagnies de banlieue, je ne connaissais personne et quand je suis arrivée, il y avait à ce moment-là à Equinox une metteuse en scène associée qui m'a dit « Je pense que tu devrais rencontrer Isabelle Détombe, vous vous entendriez bien ». Et effectivement, nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes bien entendus. Donc cette personne, c'était Agnès Sajaloli, et qui a vraiment eu du flair. Et moi, c'est pareil, j'ai suivi mon mari qui était administrateur de la scène nationale Equinox. On venait de l'Ardèche, avant de Sète et avant de... Je suis lilloise au départ. Et moi, j'étais donc là, je sais plus, ça faisait quelques années que j'étais dans la région. Peut-être que tu étais là. Ouais. Donc j'étais en train de faire mon trou, mais effectivement, on se complète vraiment à tout niveau, en fait. Et puis moi, j'avais ce projet-là de cette pièce depuis un moment, à partir des magazines féminins des années 50, qu'est-ce que je pouvais en faire et toi, ça t'a tout de suite intéressé, d'autant que t'étais en tant que chanteuse, t'as ajouté vraiment des extraits de chants qui ont complété, et puis avec la metteuse en scène Marie-Paul Guillet, qui était une metteuse en scène avec qui je travaillais depuis longtemps, qui vient de banlieue parisienne, j'ai donné tout le matériau que j'avais, ce qui était énorme, et j'arrivais pas à couper, et elle a tricoté elle m'a demandé la permission de couper, j'ai dit je te fais confiance, elle a coupé des textes et elle a tricoté le spectacle Courrier du Cœur. Voilà. Qui a vraiment un rythme, elle est très forte, elle est extraordinaire comme directrice d'actrice et comme metteuse en scène, et vraiment pour façonner un profil de spectacle, quoi. Vraiment Marie-Paul, de gros bisous. Isabelle, tu nous as parlé de ta compagnie Facessi. Oui. C'est quoi? Alors Facessi, je l'ai créée dans les années 90, j'ai 63 ans moi, et essentiellement pour mon travail avec ma voix, j'ai fait tout un travail avec la petite enfance, donc de chanter dans les lieux de petite enfance, les crèches, haltes-garderies, en couplant toujours avec de la formation du personnel, de l'accueil des parents aussi, si vous voulez aussi venir chanter avec nous. Et donc Facessi a porté mes projets de formation et mes multiples projets de spectacle, ouais. Et surtout Caillou, c'était mon spectacle que j'ai tourné à Avignon et qui a fait beaucoup de petits. J'ai fait 350 représentations, je pense, à peu près. Et ça a été un grand bonheur. J'aime beaucoup cette sensibilité au tout petit par la voix, par le souffle, par la voix, vraiment. Et les origines de Bolder, du coup? Alors, donc, quand je suis arrivée à Châteauroux, moi, je travaillais avec d'autres compagnies. Je n'avais jamais eu de compagnie propre. Je me suis dit, je ne connais personne. C'était un peu idiot de faire une compagnie pour soi toute seule.
Mais j'ai commencé à travailler. La première chose que j'ai faite, c'était pour les Listomania, une lecture en musique avec un pianiste improvisateur. C'était La Mare au Diable, enfin, en condensé. Et puis je me suis dit, il faut que je crée ma compagnie, parce que voilà. Donc je l'ai créée. Et là, heureusement, je t'ai rencontré. Et puis, ça a été le premier gros spectacle, parce qu'il y a eu d'autres lectures, mais le Courrier du Cœur. Ensuite, on a monté le féminin de mes nerfs sur la femme et l'âge, donc toujours sur la femme. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres lectures en musique, enfin des choses comme ça. Voilà, la compagnie de Bolder, elle a été créée en 2011, 2 ans après mon arrivée, en fait. 4 ans après mon arrivée, à force. Mais voilà. Vraiment, ce spectacle Courrier du Cœur, il trouve un écho. On a joué, on a été programmé par la scène nationale dans des petits villages. On l'a créé en fait en décembre 2012. Et en fait, on a découvert aussi, parce que c'est donc un spectacle féministe drôle, mais aussi caustique, qui interroge un peu. Où ça fait mal. Et en fait, c'est vrai que ça fait écho. Beaucoup, les gens, souvent en sortant, discutent. Les hommes et les femmes discutent entre eux, les générations différentes discutent entre elles. Et en fait, on a découvert, grâce à une rencontre, qu'il y avait aussi l'égalité homme-femme, enfin, au niveau régional et départemental. Et donc, on a tourné aussi dans d'autres endroits que des théâtres, un peu partout pour les... En lycée professionnel. Voilà, avec des débats ensuite, et puis pour le planning familial, donc un peu dans toute la France, en fait. Et c'est vrai que, je ne sais pas combien on est, 60 représentations, là, je pense, à peu près. On le joue tous les ans. Souvent en mars, au moment de la journée des droits de la femme, mais aussi à d'autres moments. La preuve en est que là, c'est plutôt fin mars, quoi. Et puis là, on va le jouer en juin encore au Petit Théâtre de la Forge à Lucé-le-Mal. Merci, le 3 juin. Et on va le jouer en octobre à la Médiathèque d'Ardentes, le 14 octobre. Et en fait, on ne l'avait pas joué depuis 2 ans avec le Covid. Et on a, moi je fais partie, la compagnie Bolder fait partie du collectif Compagnie 36 qui s'est créé après le premier confinement. Et donc on a monté un temps fort en septembre pour montrer qu'on existait, pour se solidariser aussi. Enfin voilà, et du coup le spectacle est reparti puisqu'on l'a joué et on nous a demandé on nous l'a repris parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui marche. Voilà. Et d'où est venu le sujet des Courriers du Cœur? Eh bien, c'est moi, ouais. C'est-à-dire que j'avais écrit une première pièce qui s'appelait « Ce que toute jeune fille devrait savoir ou l'hygiène du mariage », titre un petit peu long, qui était venu de... Quand ma grand-mère était morte, je suis allée un peu nettoyer la maison familiale et je suis tombée sur des livres catholiques qui dataient même d'avant ma grand-mère, à mon avis, que j'ai commencé à regarder un peu. Et j'étais atterrée par ce que ça racontait. La jeune fille doit sourire, quoi qu'il en advienne. Son père trompe sa mère là-bas, etc. Mais la jeune fille doit être la douce lumière du foyer, quoi. Et donc, je trouvais ça aberrant. Donc, j'avais fait un spectacle un peu là-dessus, coécrit avec une amie. Et puis, dans cette même maison, j'avais trouvé des magazines, qui dataient plutôt de l'époque de ma mère. Et pareil, j'étais un peu atterrée parce que je voyais ce courrier des lectrices des magazines féminins, où il y avait une personnalité qui s'appelle Marcel Segal, qui a été longtemps... qui répondait au courrier, et qui était très connu à l'époque. Et donc, dans les années 50, on disait aux femmes, pareil, on leur disait, votre mari vous trompe, mais c'est pas grave, quoi, restez... souriante. Voilà. Et alors que quand on lisait, du coup, j'ai regardé après les autres magazines, et les années 80, enfin, même peut-être avant 80, avec la libération... 70, ouais. Ouais, avec la pilule, avec la libération de la femme, au contraire, c'était... Mesdames prenaient des maîtresses, quoi, c'était l'exact contraire. Et je trouvais qu'en quelques dizaines d'années, c'était tellement changeant qu'il fallait faire quelque chose de ça. Et avec Marie-Paul Guillet, dont on parlait tout à l'heure, on s'est dit aussi, il faut pas seulement parler du passé, mais parler d'aujourd'hui. Donc on a cherché, on a trouvé un blog, ça s'appelle, un site qui s'appelle Vie de meuf, où il y a des anecdotes qui sont pourtant de maintenant, qui ne sont pas piquées des hannetons, quoi. On a lu des bouquins de sociologie, on a lu voilà, et à partir de là, on a fait un montage d'extraits de texte, parce que tous les témoignages sont vrais. Oui, rien n'est inventé. En tout cas, sauf si c'est les filles qui les ont inventés pour les écrire dans le journal, mais je pense pas. Et toutes les réponses sont vraies aussi. Et donc, ça va des années 50 à nos jours. Et en fait, c'est venu du fait que... la première fois que j'en ai parlé à un directeur de théâtre, que je ne citerai pas, il m'a dit, mais c'est dépassé, en fait, la femme, maintenant, c'est bon. Et c'était en 2012 donc. Et j'ai dit non, je pense pas, parce que là, par exemple, tu vois, peu de temps avant, il y avait une fille qui s'était fait incendier dans une cave en banlieue parisienne.
Et je dis, ben là, c'est pas fini quand même. Et malheureusement, parce que moi j'ai une fille qui a 22 ans, et ma fille, qui a vu le spectacle évidemment, elle me dit, mais tu sais maman, c'est pire presque. Parce que je dis, tu te rends pas compte de ce que c'était à mon époque, parce que moi je suis née dans les années 60. Et elle me dit, mais tu sais, c'est presque pire, parce que moi, elle n'osait pas se mettre en jupe au lycée, parce que sinon on la traitait de salope. C'est-à-dire, il y a un recul en fait. Il y a des avancées, il y a eu des avancées. Bon, après, il y a eu MeToo, donc ça réavance, mais ça recule aussi sur d'autres choses. L'égalité des salaires n'existe toujours pas. Donc je pense que c'est vraiment... Et c'est pas anti-homme du tout, hein. Le spectacle n'est pas du tout anti-homme. On le dit à la fin d'ailleurs qu'on les aime. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui vont pas quand même en rigolant, on le dit, mais que... Et c'est vrai que quand il y a eu des débats avec des journalistes après... C'était très intéressant parce que les femmes de nos âges disaient des choses et leurs filles qui avaient 30 ans ne disaient pas la même chose. Elles disaient, moi, il y en avait qui disaient, moi je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié ma vie personnelle pour mon métier, j'ai fait des études, j'ai un super boulot et tout, mais du coup je suis un peu seule. Enfin voilà, que les femmes de 60 ans disaient pas la même chose, elles s'étaient sacrifiées un peu pour leur mariage, leur ménage, enfin, comme on dit, mais voilà. Donc il y a toujours à avancer, enfin il y a toujours des avancées à... Mais le mode du spectacle fait que lors de certaines représentations, les gens rient. Mais c'est un grand bonheur en fait. Alors ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend aussi, vraiment des gens, de nous. Fois. Mais c'est un grand bonheur aussi, ça quand même, le rire des gens qui en reviennent pas de ce qu'on est en train de raconter, quoi. C'est trop énorme. Et aussi, moi je me rappelle Marie-Paul dans les premières représentations, disant j'étais malade pour un pauvre monsieur parce que c'était un couple et la femme n'arrêtait pas de taper sur la cuisse de son mari en disant tu vois. Elle dit mais on n'a pas écrit ça pour que les femmes tapent sur leur mari, mais elle disait vous devriez mettre un enregistreur à la sortie du spectacle, c'est incroyable ce que les gens disent en sortant, quoi. Ça ferait sujet d'un autre spectacle, mais bon, on va peut-être se calmer. Du coup, aujourd'hui, vous jouez à l'atelier de la poissonnerie. Comment ça en est arrivé à venir ici ? Eh ben alors, comment c'est venu au départ je ne sais plus. Moi, j'habite pas très loin de l'atelier de la poissonnerie, donc je suis venue plutôt pour des expos. En fait, j'ai une amie qui a joué ici il n'y a pas longtemps. Et c'est Kelly qui est arrivée en octobre, je crois, qui m'a envoyé un mail en disant on fait plus une programmation théâtre, donc on m'a donné vos coordonnées, est-ce que vous êtes intéressé? J'ai dit oui, il faudrait qu'on se rencontre, et il se trouve qu'on s'est rencontré à une réunion centre socio-culturel Saint-Jean-Saint-Jacques peu de temps après, donc on a discuté et donc on s'est mis d'accord sur une date, etc. Et voilà, on s'est dit ok, on tente, quoi. On tente l'aventure. C'est vrai que c'est particulier parce que c'était une toute petite jauge en fait. Mais du coup, on va vivre quelque chose d'unique aussi. Plus de proximité. Oui, très en proximité avec le public. Très intime, la première fois pour une nous. vingtaine de personnes. Même si on a joué partout, dans des salles des fêtes diverses et variées, dehors, etc. Là, c'est la première fois qu'on joue autant dans l'intimité, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas le même exercice ou Non, je pense que ça sera différent. Ouais. On n'a pas besoin de porter autant la voix. C'est intimidant. Et on risque de voir les gens plus, même si on a nos 2 projecteurs, qu'on fait le noir dans la salle. Mais oui, ça sera autre chose. En revenant à Bolder, oui. Vous avez d'autres formes de création, je crois, dans... Oui. Alors déjà, on fait aussi, comme disait Isabelle, moi, j'ai fait beaucoup qu'on appelle ça, de l'activité artistique en scolaire, en des ateliers, et aussi, on a quelque chose auquel on tient beaucoup, on a travaillé 2 ans avec Isabelle là-dessus, ça s'appelle Mémoire de quartier, mémoire intime, où en fait, ça a commencé avec le centre socio-culturel Saint-Jean-Saint-Jacques. On a rencontré des habitants d'un quartier, de 2 quartiers, et on a fait une dizaine d'ateliers, puis ils nous ont un peu livré leur intimité, et leur vie dans le quartier, et ils ont fait des présentations. Et puis après, on est allé à Beaulieu, pareil. Bon, il y avait le Covid, donc on a édité 2 livres grâce au jardin typographique, puisqu'on ne pouvait pas faire de présentation. De Christelle Faure. Avec Christelle Faure, ouais, magnifique. Et cette année, on a été aussi à Vaugirard-Saint-Christophe. Il y a eu une présentation cet été avec des jeunes, et puis en décembre avec des adultes, des 3 quartiers finalement, et avec les livres qui étaient portés. Et en fait, avec Élodie Breteau, qui est la compagnie Fa Dièse aussi, on a travaillé cette année sur des ateliers, et on va monter un spectacle, une création professionnelle pour 2023, où on porterait la voix des habitants, et où on inclurait une partition avec des habitants de chaque endroit où on irait. On ferait 2 jours au minimum de stage pour qu'ils aient aussi
on porte la voix de tous ceux qu'on a entendus, mais il y a aussi dans chaque quartier, dans chaque ville, des particularités, donc pour qu'ils puissent aussi porter leur voix. D'accord. Donc ça, c'est l'actualité, c'est un très la beau prochaine travail, création. ça. Et donc on est en train de chercher là, enfin on a déjà des contacts pour faire des préachats, pour avoir des subventions, enfin pour se faire aider quoi, donc c'est bien parti je pense. Voilà, et puis sinon je fais beaucoup de lectures en musique, la prochaine ça sera en septembre, pour le prochain temps fort du collectif Compagnie 36. Et il se trouve que c'est encore sur la femme, alors que c'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est la musicienne qui me dit, mais il y a des choses à dire encore. Et donc ça sera autour de plus des femmes de différents pays, des femmes de différents continents, avec des musiques, musique du monde, musique de compositrices. Voilà, on est au tout début là, de la Donc conception. Sandrine Charluet. Sandrine Charluet, qui Au est basson. professeure de basson au conservatoire de Châteauroux aussi. D'accord. Donc les ateliers, vous en faites souvent, et comment on peut y avoir accès? Alors moi je travaille beaucoup avec un collège qui est le collège Rosa Parks, donc là c'est pour les élèves. Après je travaille aussi ponctuellement avec le lycée Sainte-Solange ou le lycée PMC ou tout ça, donc c'est pour les élèves encore une fois. Les ateliers pour les habitants, c'est grâce aux centres socio-culturels en général de la ville qu'on se rencontre, ou par les maisons de quartier. Et sinon moi je donne aussi des cours au conservatoire, c'est ouvert à tous. Il y a des ateliers adultes, jeunes, et de collégiens et lycéens, et il y a même un travail en cycle pour ceux qui veulent approfondir. Donc ça, il faut aller en mai-juin en conservatoire, se renseigner, et je rencontre les gens en septembre, et puis voilà, plus pour savoir les motivations que pour vraiment faire un test qui est quelquefois très, très stressant pour les élèves, voilà. Et vous êtes combien à peu près au sein de la compagnie? Alors ça tourne puisqu'on est des intermittents essentiellement, mais on est 5, je dirais. Il y a Jean-Yves Pat qui fait plein de choses différentes, qui est auteur, qui est comédien, Conférencier, musicien parfois, chanteur aussi, Isabelle, donc qui est comédienne chanteuse, Théo Le Bourdonnec, technicien, créateur lumière, Élodie Breteau donc nous a rejoint, Sandrine Charluet, donc voilà, c'est mouvant, mais on est à peu près 5. D'accord. Vous avez des projets là, en préparation? Et bien là, les 2 projets dont j'ai parlé, déjà ça va nous occuper, la lecture en musique et puis la création. Et puis, tu as peut-être des projets aussi avec la petite enfance. Je continue un petit. Moi, je suis une jeune retraitée en fait, donc mais je travaille encore un peu. Donc j'ai gardé mes ateliers que je mène depuis, je sais pas combien, plus de 10 ans pour l'ADAPI 36, donc aux Alizés. C'est une petite maison qui accueille de très jeunes enfants polyhandicapés. Et à l'IME des Martinets, où je reçois des enfants plus grands, autistes, etc. Enfin, je me moque de l'étiquette qu'il y a sur eux. C'est vraiment passer un moment autour du son, autour du souffle, autour du chant. Et je vais arrêter là en juin. Et j'ai proposé que ce soit Margot Pasquet qui me succède. Et c'est beau, parce que c'est dur pour moi d'arrêter ce lien-là, ce travail-là. Et le fait de proposer quelqu'un, c'est très bienfaisant. Si vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre ou justement faire des ateliers comme ça, vous lui diriez quoi? Ça rend heureux. Ouais, et puis c'est, même si on veut pas être comédien professionnel, moi je le vois avec mes élèves, ils me le disent, j'ai des retours, ça apprend à gérer le stress aussi, ça apprend quand ils ont des examens à porter la voix, à être mieux dans leur corps. Donc il y a le côté, il y en a qui veulent en faire leur métier, donc c'est super, j'en ai quelques-uns qui poursuivent au niveau national, donc je suis très contente. Mais c'est aussi, comme tu dis, ça rend heureux, et ça permet aussi c'est de l'art, quoi. Enfin, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Techniquement, c'est des fois difficile. Là, on a traversé 2 années quand même très difficiles pour tous les artistes. Mais c'est tellement important de s'exprimer et de dire des choses. Enfin, ça permet que comment, je retrouve pas mes mots, mais l'art est tellement important. Surtout maintenant, la culture est tellement importante. Ça aide à réfléchir, ça aide à vivre dans le monde dans lequel on vit, qui n'est pas toujours facile. Ça aide à s'évader aussi. Enfin, voilà. Ça ouvre aux autres. Voilà, ça ouvre. Et c'est du partage. Ça met en relation, en fait. Et c'est de la communication, essentiellement. Et voilà. Et donc, comment on vous retrouve? Vous avez des réseaux sociaux? Alors, je n'ai pas de site. Je suis un peu une femme préhistorique, mais il y a Facebook, Compagnie Bolder.
Voilà, où il y a les actualités quand on les met bien comme il faut, parce que des fois je suis un peu en retard, mais là c'est écrit c'est l'atelier de la poissonnerie ce soir, par exemple. Voilà. Et voilà, et puis sinon on a un mail aussi si on veut nous envoyer des mails. CIE-bolder tout attaché @gmail.com. Voilà, et puis ben, on va nous retrouver donc au prochain temps fort des collectifs Compagnie 36, dont je parle beaucoup parce que on est vraiment content d'avoir mis en place, et c'est vraiment beaucoup de boulot, mais mis en place cette mutualisation, parce que les petites compagnies de l'Indre étaient parfois pas toujours reconnues, et que c'était important. Du coup, la région vient pas toujours dans l'Indre, parce que c'est un peu, c'est un peu loin d'Orléans, c'est un peu loin de Tours, voilà. Mais du coup, je pense que ça prend de l'essor, et même avec Equinox, enfin, on est soutenu. Donc voilà, il faut venir le week-end du patrimoine, c'est quoi? Le 3e week-end de septembre, ce sera au Prieuré, là où Georges Buisson faisait son festival de poésie. Là. Ah oui. Ça va me revenir. Mais en tout cas, la première version, c'était extraordinaire, quoi. Ah, va-t'en, la joie de toutes les compagnies rejouer, de jouer. Retrouver le public, et la joie du public. Il faisait beau, oui. C'était magnifique. Et puis Cécile Loyer. Et puis c'était à Vatan, chez Cécile Loyer. On était très bien accueillis en plus. Magnifique. Mais là, ça sera beau aussi. Le Prieuré du Magny. Ah voilà, très beau lieu. Près de la Châtre. Voilà. Anne Trémolière, Isabelle Détombe, merci beaucoup. Merci Alexandre. Ça a été un plaisir. Nous aussi. Merci à toi. C'était la Compagnie Bolder. Dans un instant, nous allons retrouver LCDRD, mais tout d'abord, Elephant Good Furring Man. Listen, Mr. Brother, Sister, Family and Friend, I feel with each day past, our time grows closer to the end. Listen, stranger, passerby, and those I never knew, there's not one day that you are living has been promised to you. I am a God-fearing man. I'm a God-fearing man. I reach out for my good sin. Oh my guide, fearing man. Listen, mother, sister, brother, relatives and kin, you wanna know just where you're going, you gotta know where you've been. Oh, tell me what gives from the right to see their God is better than anybody else. Don't we all have a right to find good for ourselves? Oh my God, fearing men, oh my God, fearing men. I reach out for my God's send. Oh my God.
thanks to my God for the gift of another one. And when my day is over and complete, I reach to my God to put me back on my feet. Oh my God, fearing men, oh my God, fearing men. I reach out for my God's hand. Oh my God, fearing men. Standard. Bonjour à vous quatre, bienvenue dans l'émission Standard. Bonjour. Merci d'être ici. On va commencer l'interview si vous êtes prêts. Let's go. Yes. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs un à un, s'il vous plaît? Alors, MC Destiny, membre du collectif LCDRD, du coup, le cercle des rappeurs disparus. Après, moi, Zelmignon, on est du même collectif, ça sera que du LCDRD. Et moi, Nice Chill, aussi du groupe. Puis voilà. Et la pièce rapportée, du coup, c'est ça? Non, et notre DJ, notre grand prophète. LPR du label San Luis Records, posé sur Paris. Alright. T'as oublié de préciser Et Paris, quoi. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce sera coupé, c'est pas grave. Bah moi, pas grand-chose à vrai dire. Reconversion, on va dire. Ce sera plus simple comme ça. Des boulots à droite, à gauche. Pour laisser un peu de place à la vie, quoi, comme on dit. À la musique aussi, non? Oui, ça, exactement. Cool. On est à peu près tous dans le même cas. Hein. Ouais, on essaye de se former là, justement, de se former dans le son. son, de se former dans la technique du son pour nous deux. Puis voilà, donc on est en quête de formation, tout ça. Et en attendant, tout ce qu'on fait en amateur, ça nous profite pour qu'on puisse après pratiquer de notre côté sur des scènes, tout ça. Enfin, on bidouille tout ça, quoi. Ok. On a un home studio à la maison aussi. Ah oui, du coup, vous avez un studio que vous avez aménagé vous-même? Un home studio, hein, vraiment aménagé maison, quoi. Et le studio à la maison. Dans lequel, voilà, on fait nos projets, on s'enregistre nous-mêmes. On tente de bidouiller quelquefois le mix. LPR, lui, il mixe des morceaux. Nathanaël aussi. Et donc voilà. Ok. Autrement dit, on est au chômage, quoi. Exactement. Ouais, mais vous faites du son. Chômage, donc du coup, vous faites pas rien. C'est très bien. Et comment vous vous êtes rencontrés? Pour nous deux, on a commencé au collège en 3e, on s'est rencontrés et du coup on a commencé à rapper ensemble. Après par la suite on a rencontré Tom du coup des années plus 2-3 ans plus tard. Ouais. Et LPR qui nous a rejoint lors d'une émission à Ballistique où on l'a rencontré là-bas et depuis il est toujours avec nous, on peut pas s'en débarrasser. Impossible, pas, ou... impossible. Non, il est sympa quand même. Pourtant j'ai essayé, hein. Ouais, mais on est là. Il est amoureux. Et comment vous avez décidé de monter ce groupe? Très naturellement, hein. En fait on rappait en soirée principalement pour s'amuser, tout ça. Puis après ça a grave matché avec Tom parce qu'on s'est rencontrés un peu plus tard. Nous on avait déjà un groupe en fait. Et du coup après on s'est dit on va monter une scène, on va monter un groupe, le LCDRD du coup, et ça nous suit depuis nos années lycée, quoi. Et ça correspond à combien de temps à peu près? Ça fait combien de temps que vous avez commencé à pratiquer? Je t'ai connu et on a commencé à pratiquer en même temps que je t'ai connu à peu près, donc on va dire 7 ans pour moi avec 7 ans avec MC MC Destiny. Près de 10 ans, près de 9 ans avec Léo. Ouais, c'est ça. Et dans quel style musical vous vous placez? Le rap en général, parce que du coup on n'a pas vraiment de style défini en fait. On fait tout. On a commencé de base, on est des gars du boom bap. On a commencé avec du hip-hop, on a fait un peu tout ce qui est classique, tout ça. Après, le rap a beaucoup évolué ces dernières années, donc nous on a évolué en même temps que lui. Et du coup, voilà, on s'adapte un peu sur tout type de prod. Voilà, le set qu'on joue le 25, on a joué le 25, il est très éclectique, quoi.
Ouais, il s'ouvre à tout quoi. On reste pas fermé sur un seul style de rap. On essaie vraiment de toucher à tout quoi. Et vous avez quand même des influences pour situer à peu près à nos auditeurs où vous placez. Est-ce que vous arrivez à vous... C'est toujours un peu la question qui tue. Ça, ouais, parce que vraiment, ça, là moi par exemple, je vais citer quelques artistes. Après, je sais que pour eux, ce sera différent totalement. Moi, je suis vraiment old school, hein, donc ça va vraiment aller du NW à Ice Cube, à tout ce qui est vraiment cette vague à l'ancienne vraiment. Donc vraiment basique là-dessus. Après, à écouter tous les jours, c'est plus ça maintenant. C'est vraiment de nouveaux artistes, de nouvelles vagues, VAFD, genre de gars qui balancent fort. Puis voilà quoi. Après, de toute façon, vous développez votre propre style, quoi. On essaye, ouais. Le but, c'est pas de se calquer sur quelqu'un non plus. Il y a toujours des inspirations. Mais il y a toujours un style de rap. Après, qui vu que va être chacun, influent. ouais, voilà, vu qu'on est trois aussi, on a chacun nos influences. Voilà, nos influences, et du coup, ça, on amène des morceaux ou des sessions freestyle plutôt originales, quoi. C'est ce qui fait un peu le charme du groupe. On se démarque bien par nos styles différents. Donc c'est pas monotone, ça reste pas sur une même ligne quoi. C'est vraiment, on sent que chaque personne apporte quelque chose. C'est moi frérot, parce que du coup on a chacun un projet solo, mais du coup qu'on met en commun pour le LCDRD. Du coup on a chacun un peu notre démarche artistique de notre côté, et après en LCDRD on met tout en commun et on voit si ça match, si ça fait des bons sons ou pas. Donc vous développez pas vos solos, en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez un style à vous, vous développez des choses que vous mettez en commun dans votre groupe. Ça. Mais est-ce que vous développez en solo, sinon, vous enregistrez seul? Oui. Ouais, d'accord, ok. Et vous avez des pages où on peut écouter ça? Il y a YouTube, SoundCloud, il y a quelques morceaux sur les plateformes de streaming. Et voilà, principalement YouTube et SoundCloud, parce qu'on privilégie aussi la gratuité, le fait que les gens puissent venir écouter sans payer d'abonnement, sans tout ça, parce que nous, tout ce qu'on fait, on fait en indépendant du coup. Et du coup, ça se reflète aussi dans la façon d'écouter pour les gens. On voudrait pas que les gens payent un abonnement ou quoi pour écouter notre son. Alors après, du coup, on a une page Bandcamp aussi sur le LCDRD. Okay. Et ça, après, c'est à prix libre. Les gens, s'ils veulent nous donner un peu d'argent pour un titre, ils le font. S'ils veulent pas, ils mettent 0€, ils obtiennent le titre quand même. En fait, on n'est vraiment pas dans une démarche d'argent, tout ça, donc on met tout sur YouTube, principalement. Mais on vous trouve sous le nom LCDRD. Vous n'avez pas des noms à vous développer aussi sur nos noms de base. Il y a MC Destiny, du coup, pour... Après, voilà. tout est si on met LCDRD, généralement, ça tombe à côté, les pages solo. Tout est affilié. C'est plutôt bien fait, Internet. Ouais. Bah moi j'ai cherché un peu sur YouTube, j'ai découvert vos noms, vos blazes. Vos blazes. C'est moi qui Est-ce que vous écrivez vous-même vos textes? Tout est fait maison. Et qui écrit principalement? Tous, on écrit nos propres textes. Chacun écrit son propre texte, ça amène sa propre identité sur chaque morceau. Les propres flows, les propres rimes. Donc du coup vous êtes 3 sur 4 à chanter? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, quel est ton rôle, le quatrième qui chante pas? Le quatrième qui chante pas, moi je fais principalement de la production, donc tout ce qui va toucher aux instrumentales, et de la partie, on va dire, technique, au sens plus large du terme, voilà, ce qui va être la pré-production, la post-production, mixage, mastering, des fois aussi, même on le tente sur des projets, pour l'instant c'est avec Maxime, mais il y a des choses aussi qui vont arriver avec les 2 derniers de la bande là. Où j'essaye d'amener aussi une touche alors si je vais mettre des grands guillemets parce que le terme est pompeux, mais de direction artistique pour essayer aussi de les guider sur d'autres choses, voilà, ouais. Essayer d'aller un peu plus loin, de tenter des choses nouvelles. Tout à l'heure on parlait des influences, ils sont quand même vraiment très ancrés, même si Tommy a cité des crews américains. Il y a aussi une grosse influence française dans l'école du rap ici. Énormément. Moi c'est plutôt l'inverse. Moi j'ai vraiment redécouvert le rap avec ce qui se fait du coup de l'autre côté, aux États-Unis, où là-bas il y a vraiment une liberté de création et de distribution qui est bien plus folle qu'en France, c'est bien plus répandu qu'en France, donc il y a bien plus de choses qui se passent. Et du coup j'essaye de les amener aussi un petit peu vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est ça, de nouvelles frontières. Et voilà un petit peu mon rôle au sein du collectif. Super, vous complétez tous. Ouais. Et puis il y a d'autres gens, il y a Nathanaël, Skipa qui mixe des morceaux. En fait, c'est le LCDRD, c'est pas que 3 rappeurs, c'est aussi un collectif. Il y a des beatmakers, des ingé-sons, des vidéos, il y a des gars de la vidéo, voilà. Des rappeurs du coup.
Et enfin. C'est vraiment toute une équipe. C'est ça. C'est ça. On veut monter un collectif en fait. Faut bien s'entourer quoi. Vous avez bien raison. Et quand est-ce qu'a eu lieu votre premier live? Le premier sur Châteauroux, parce que c'est un peu le plus professionnel. On travaille avec le bruit qui tourne. Ok. Et on a fait la première partie de Mr Green du coup, qui est un producteur américain. Légendaire. Qui a entre guillemets produit Pêche One, Snoop Dogg, tout ça. Donc c'était une grosse première scène. Puis là à ce moment-là on a prouvé. Et du coup, c'est vrai que ça marchait bien le LCDRD sur scène, donc on a fait plusieurs autres dates avec le bruit qui tourne, jusqu'à la sortie d'une compilation avec eux et plein d'autres artistes indépendants de la région centre, qu'on a enregistré en studio et tout. Et ça a donné lieu à une release party au 9 Cube, la salle de spectacle de Châteauroux. Et ça avait eu lieu quand? Alors du coup, avant le Covid. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, nous là, on est en stand-by avec le Covid, tout ça. Là, c'est la rentrée du LCDRD. C'était la rentrée le 25 septembre. Et la rentrée à l'atelier de la poissonnerie. Exactement. La classe. Est-ce que vous avez d'autres événements à nous communiquer à part cette rentrée à l'atelier? Est-ce que vous avez d'autres... Là pour le moment on va se concentrer principalement sur la sortie de plusieurs morceaux. Des lives après c'est comment ça se présentera, tout ça. Parce que là j'ai l'impression que ça commence un peu à se débloquer aussi la situation. Donc on va peut-être pouvoir démarcher plus facilement des salles ou inversement. Mais là, c'est vrai que c'était un peu kéblo, quoi. Et puis je pense que du coup, les salles qui réouvrent vont chercher à produire même des artistes. Puis on a quand même Puis même du local, ça fait. Ouais. Voilà, mais le local en plus, c'est quand même, il commence à être mis en avant. Donc, faut qu'on saute sur l'occasion aussi, quoi. C'est vrai. Et du coup, quels sont vos projets pour la suite? Parce que ça a l'air d'être quand même un projet professionnel, ce groupe, plus qu'un hobby. Alors du coup, dans l'idéal, monter une vraie structure, parce que nous, on aimerait bien avoir un studio vraiment professionnel, un endroit où travailler. Pour le moment, c'est à l'appart, quoi. Et voilà, c'est un peu le gros projet, avoir un local, pouvoir faire le studio dedans, produire des artistes, peut-être si on a d'autres gens qui sont en capacité de le faire. Créer vraiment un endroit où on peut faire de la musique, quoi, et à des prix très abordables, voire même si on peut, sans vraiment prix, quoi. Ouais. Juste si c'est pour débuter, oui, forcément. Pour débuter, oui. ou même si ça match, nous on fonctionne énormément à la relation en fait. Si ça marche bien avec des artistes ou machin, ils vont passer au studio à la maison, on va faire des morceaux, des trucs comme ça. Et ouais, promouvoir un peu tout ça, parce que même nous on est 3, mais il y a d'autres gens qui rappent ici sur Châteauroux, qui veulent se professionnaliser, tout ça. Donc aussi un peu tendre la main, comme nous on nous a tendu la main pour faire nos premiers sets, tout ça. Et tendre la main vers un peu la jeunesse. On est la jeunesse aussi, mais un peu les plus jeunes que nous qui commencent à se lancer dans le rap, essayer de les encadrer un petit peu, tout ça. Créer un réseau d'artistes émergents, quoi. Voilà, faire de Châteauroux une ville avec où il y a de la création. Où il y a de la création. En fait. Et puis, un beau projet, ça. Pas forcément une scène hip-hop, mais promouvoir l'artistique local, en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un artiste, il se retrouve face à des choses qui coûtent cher. On parle toujours d'argent, de toute façon on parlera toujours d'argent. Du matériel, voilà, il y a toujours du matos abordable, mais quand on commence à vouloir vraiment rentrer dans le truc, tu commences à avoir du matos qui commence à monter, il faut quand même bosser derrière, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné, d'avoir des petits gars qui arrivent et qui ont vraiment faim et qui se sentent accompagnés, qui savent qu'ils sont structurés et qui ça leur enlève ça des épaules. Donc ça dégage quelque chose, parce que c'est vrai que quand tu es dans la vie active, que tu bosses, tu rentres chez toi, tu es fatigué déjà de ta journée de boulot, tu dois aussi travailler, faire ci, faire ça, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a votre expérience vous donne envie de tendre la main aux autres. C'est ça, aussi, exactement, quoi. je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire, même tous les jours. Puis aussi, on se rend pas forcément compte quand on commence à rapper, de tout le travail que ça implique derrière au niveau de la production, au niveau de tout ça. La distribution même. La distribution c'est pas important vu que nous par exemple on distribue même pas, tu vois. Mais par exemple la production, nous on avait tendance à penser quand on a commencé très jeune à rapper, un micro c'est parti, une carte son c'est parti, sauf que derrière il y a un vrai travail au niveau du mix, du mastering, le traitement des voix, tout ça. Et nous on en est conscient de ça, je dis pas qu'on le maîtrise, LPR le maîtrise beaucoup plus que nous, ce qui est pas aussi. Nous, notre boulot, c'est vraiment le rap. Par contre, du coup, on a des notions, on peut aider, on peut leur montrer, les aiguiller, en fait. Aiguiller les gens. Et puis ça, c'est vraiment cool, en fait, à faire.
Ouais, parce qu'il y a une différence entre le freestyle, Clairement, voilà, ouais. et le fait de produire, quoi. Ça, Clairement, c'est clairement. clair. Et du coup, vous nous avez dit où on pouvait vous entendre, mais par exemple, si on veut vous suivre un petit peu ce que vous faites sur Facebook, Eh tout ben, ça, vous avez Facebook, Instagram? Il y a Facebook, Instagram, tous les trucs de SoundCloud, YouTube. Et puis voilà, Instagram, on a un groupe, une page commune LCDRD. Après, on a chacun nos pages personnelles. Pour les chaînes YouTube, c'est pareil, on a une chaîne commune et des chaînes perso. LPR est principalement sur SoundCloud, lui. Ok. Et puis voilà. Et après, si dans nos auditeurs, quelqu'un a envie de vous programmer, est-ce que vous avez un Alors, contact par téléphone? mail Ouais. principalement, du coup, c'est le cercle des rappeurs disparus, @gmail.com. De toute façon, tout est sur les pages. Tout est indiqué. Tout est indiqué sur les pages, on peut nous joindre très facilement. Et puis là, nos auditeurs ont toutes les infos. Voilà, C'est ça, parfait. exactement. Et merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Je vous souhaite de réussir, que tous ces projets aboutissent. C'est cool. Et merci encore d'être là. Merci à vous. Merci. Un plaisir. Vous venez d'écouter l'interview de LCDRD. Nous étions aussi accompagnés de la compagnie Bolder et Maxime Soniac. Merci à eux de nous avoir accordé du temps. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. C'était Nano sur Standard. À bientôt sur Radio Balistique. Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie.